Bienvenue dans le podcast Partage de coach. Je suis Charline, créatrice du mouvement Partage de coach et je suis ravie de vous accueillir ici. Partage de coach, c'est avant tout une communauté bienveillante, un espace où chacun peut révéler sa zone de génie, partager ses compétences et s'enrichir des expériences des autres. Ce mouvement est né d'une simple envie, permettre à des professionnels passionnés et talentueux de se faire connaître et d'échanger leur savoir et de créer ensemble quelque chose de plus grand. Parce qu'à plusieurs, on va plus loin. Dans ce podcast, vous découvrirez des parcours inspirants, des histoires authentiques et des échanges riches avec des coachs et des professionnels qui partagent leur expertise et leur humanité. Mon intention est de vous offrir un moment de connexion, d'inspiration et peut-être de transformation. Et si ce podcast vous donne envie d'aller encore plus loin, sachez que nous avons une communauté où nous organisons des conférences chaque lundi gratuitement. Les coachs que vous entendez ici animent également des ateliers plus approfondis sur des sujets précis pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Si vous souhaitez rejoindre cette belle aventure, je vous mets le lien juste en bas. Alors installez-vous immédiatement et ouvrez vos esprits. Laissez-vous porter par cette belle aventure collective. Bonne écoute. Hello Sylvie, comment ça Bien, bien, j'allais dire fine, fine, comme disent les Anglais. Bien, bien. va? Du coup, pour expliquer, c'est parce que du coup, on vient d'enregistrer le début, mais là, du coup, on va devoir recommencer, donc on va recommencer Ouais, parce que du coup, il y a eu un petit un petit bug. il y a Donc eu des lutins. voilà. Donc du coup, malgré, ces petites embûches, on va recommencer. Donc du coup, Sylvie, est-ce que tu peux te présenter pour, qu'on en sache plus sur toi? Je m'appelle Sylvie Beyer, je suis maman de 2 filles et grand-mère de 3 petites filles. Depuis que je suis toute petite, je m'intéresse à «l'humain» entre guillemets, je m'intéresse à la nature, j'adore observer les personnes, donc c'est pour ça, c'est ce que je te disais Charline, pour moi c'est un grand challenge de parler de moi, parce qu'en général je fais parler les autres, tu vois? Je les écoute beaucoup. Je les observe beaucoup. J'aimais beaucoup quand j'étais enfant, observer, les adultes. Je trouvais que c'était, un théâtre humain comme, l'a très, très bien développé Jodorowsky dans ses écrits, hein. Cette famille, c'est un lieu, incroyable de on n'avait pas la télévision chez moi, mais en fait, ma famille était la télévision pour moi, tellement il y avait des comportements, assez, extraordinaire et extravagant à la fois, hein. Une petite fille qui évoluait dans un milieu bourgeois et en fait, c'était une forme de théâtre, hein, un théâtre d'observation. Donc bien évidemment, bah, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu faire des études de psycho. Mais dans ma famille, on faisait pas des études de psycho. Quand j'ai voulu faire psycho, ma mère m'a dit: «Mais pourquoi tu veux faire psycho? On n'est pas fou». Donc j'ai trouvé c'est une phrase que je trouve absolument extraordinaire parce que ça révèle vraiment, ce qu'était à peu près ma famille, comme et beaucoup de familles, mais c'est vraiment un théâtre humain. Donc après avoir commencé à faire des études de droit, parce que grâce à ces études de droit, j'entrais en faculté de droit et grâce à ça, j'avais le sésame pour avoir ma chambre à Paris. Donc j'ai été dans la ligne droite de partie, j'ai fait 2 ans de droit et là, j'avais un professeur en droit, que j'aimais beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup l'histoire du droit parce que je me suis toujours intéressée au droit et entre autres, le doyen de Fontaine avait cette phrase absolument extraordinaire. Il disait toujours: «Le droit mène à tout, le tout c'est d'en sortir». Donc vite, vite, moi, je suis sortie du droit et enfin, je suis entrée en psycho où là, mes parents n'étaient pas du tout d'accord, donc on m'a un peu coupé les vivres, hein. Mais grâce à ça, bah, ça m'a permis de me bouger un peu, de ma condition de petite bourgeoise et il a fallu que je trouve du travail. Et là, j'ai l'une de mes amies qui était entrée à l'Institut Tomatis comme stagiaire, mais on était des stagiaires rémunérés, donc qui prenaient des stagiaires en psycho, mais on était rémunérés, donc ça nous permettait de payer, nos frais d'étudiants. Et là, donc, j'ai travaillé avec le professeur Tomatis, qui était un autre absolument extraordinaire, qui a été beaucoup décrié par rapport à ses expériences. Au départ, ce monsieur était otorino et il a mis en place cette méthode extraordinaire, la méthode Tomatis, où on travaillait sur, entre autres, un outil. Donc on défiltrait la voix de la mère, donc on enregistrait, on faisait avec les Revox des filtrages de voix ou de musique
tel que l'entend le fœtus dans le ventre de sa mère. Donc tant au niveau de la musique, donc on utilisait principalement de la musique de Mozart, pour dynamiser et du chant grégorien pour un peu calmer et évidemment la voix de la mère. Et on défiltrait au fur et à mesure de la cure, on défiltrait la voix jusqu'à ou la musique, jusqu'à temps qu'on ait l'accouchement sonique, tel que le nourrisson l'entend quand il naît. Et c'était vraiment une méthode absolument extraordinaire, très décriée, et cetera. Mais dans cet institut Tomatis, boulevard de Courcelles à Paris, entre autres, il faisait venir des personnes et nous, les étudiants, on a eu l'occasion de rencontrer Françoise Dolto, Thérèse Berthora, Françoise Mézières, etc. Tous ces gens qui étaient vraiment dans la mouvance du développement de l'humain à cette époque-là. Donc c'était extrêmement nourrissant. Et puis, j'ai eu l'un de mes profs en psycho qui faisait une grande recherche sur la mort. Il faisait une grande thèse d'état sur la mort à travers le monde. Et il avait donné à ses chouchous, en fait, il faisait bosser ses étudiants, mais c'était parfait, à ses chouchous des thèmes et entre autres, moi, il m'avait demandé de faire une recherche sur le chamanisme en Mongolie. Donc moi qui me suis toujours intéressée, en même temps au monde des humains, mais en même temps au monde parallèle, donc ça m'a permis de rentrer dans un univers absolument extraordinaire. Ce travail entre, la vie, hein, la vie sur terre et puis la vie éternelle et puis la transformation à travers la mort. Donc là, j'ai fait tout un travail, qui m'a énormément appris personnellement. Bon, c'est pas ça qui se nourrit son homme, mais par la suite, dans mes accompagnements, dans mes, dans mes recherches, ce mémoire, hein, que j'avais fait sur le chamanisme en Mongolie m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis ensuite de faire d'autres recherches sur les mondes parallèles et sur justement qu'est-ce qui se passe après la vie. Voilà. Mon intérêt pour les symboles, donc mon intérêt pour Jung. Alors Jung, à la fac, on n'étudiait pas du tout Jung, hein, on étudiait Freud et Lacan, bien sûr, mais j'ai eu cette chance encore de rencontrer des profs qui m'ont embarqué dans Jung, dans des choses qu'on n'apprenait pas forcément en psycho classique. Jung, pour les personnes qui connaissent pas, c'est qui? Alors, Jung, c'est un monsieur, c'est un médecin qui a travaillé avec Freud. Donc, je n'explique pas qui est Freud quand même, qui a travaillé avec Freud. Bon, évidemment, à un moment donné, comme toutes ces personnes, extrêmement érudites, à un moment, ils se sont fâchés et Jung a mis en place, alors je vais te la faire courte, hein. Freud a beaucoup travaillé sur l'individu, vraiment sur l'individu et Jung, il a travaillé sur quelque chose de plus vaste au niveau, c'est-à-dire que l'humain, il n'est pas tout seul avec lui-même, il est déjà dans un système, il est dans une société, il est dans un pays, et cetera. Donc Jung a commencé à travailler sur, entre autres, ce que l'on appelle les archétypes jungiens. Et ça, c'était fabuleux parce que moi qui m'étais toujours intéressée aux symboles, là, je tombais complètement dans le symbole. Et c'est important, cette partie par rapport aux symboles, parce que ce qui fait comment ça m'a amené à d'autres intérêts, donc comment je suis passée de la psycho aux sciences d'éducation, à la socio, à d'autres techniques au niveau des sciences humaines. J'ai eu tout un parcours professionnel, hein. Je suis entrée dans la vie professionnelle où là, j'ai entre autres chez Tomatis, j'ai travaillé avec, des psychotiques, des autistes, des dyslexiques, des personnes qui avaient des problèmes de bégaiement, des problèmes comme au niveau de l'oreille et la voix, on travaillait sur une régularisation au niveau du cerveau et aussi au niveau des perceptions. On pouvait travailler sur tout type de pathologie. Donc ça, c'était absolument passionnant et on rencontrait, moi, je travaillais à la fois avec des enfants, des adolescents et puis des adultes. On avait aussi, des gens qui faisaient du chant lyrique et qui venaient travailler sur la tessiture de leur voix et cetera, par rapport à, comment ils percevaient les sons et comment, par la voix, ils rétrocédaient ces sons. Donc c'était vraiment très, très intéressant.
de là, ben, j'ai continué à travailler, à accompagner des personnes et puis j'ai eu une période de ma vie où j'ai beaucoup travaillé, d'abord j'étais responsable de formation, donc un gros centre de formation, mais il me manquait encore des choses, j'avais le sentiment qu'il fallait encore que j'apprenne d'autres choses. Donc j'étais, responsable d'un centre de formation où là, on faisait beaucoup de bilans de compétences où, ça me passionnait vraiment l'orientation parce que je trouvais que, bah, l'orientation telle qu'on orientait les enfants et même moi, comment moi j'avais été orientée, c'était un peu tristounet. Donc j'ai vraiment travaillé sur, l'orientation qui part d'abord de qui tu es, hein, parce que l'orientation n'est pas une question de niveau d'études, hein, contrairement bah, évidemment il faut un niveau d'études, mais contrairement à ce que va te dire l'éducation nationale, c'est-à-dire, bah, tu es bon en maths et bah, tu fais maths sup, maths spé. Bah, non, c'est pas si tu as envie d'être menuisier en France et que tu es très, très bon à l'école, bah, tu as pas le droit. Parce que les menuisiers, c'est pour les mauvais élèves, alors que c'est pas ça, la vie. Entre autres, je peux donner l'exemple de Pauline, hein, ma fille aînée, qui était, elle, une excellente élève et évidemment, en terminale, ben, il a fallu, faire un choix. Et là et là, ma fille qui a toujours construit des trucs, hein, depuis qu'elle est toute petite, elle construit des maisons de poupées pour sa sœur, elle construisait des choses avec son grand-père, elle construisait des choses avec son père, elle était dans la matière. Mais en même temps, dans son malheur, Pauline, eh ben, elle était excellente élève. Et donc, quand tu es excellente élève, et ben, tu es dirigée dans une voie. Et donc, en terminale, j'ai dit à Pauline: «Ben, qu'est-ce que tu veux faire?» Elle me dit: «Ben, moi, je veux fabriquer du béton». Oh! Du béton, moi, je sais pas où ça se fabrique du béton. Et donc, j'ai cherché, parce que c'était mon job quand même. Donc, j'ai cherché, donc on a trouvé par miracle, dis donc, un IUT qui venait de s'ouvrir, qui était financé par les majors, donc Eiffage, Bouygues et Vinci et qui avait fait un atelier où on passait un DUT, entre autres un DUT génie civil, mais où on fabriquait pour de vrai du béton. Donc tu peux imaginer le bonheur. Donc vu le dossier qu'elle avait, ben crac, elle a été prise d'office dans ce DUT. Elle a eu, son bac, option maths avec mention, bien évidemment. Elle a fait son DUT et puis elle est retournée voir ses profs et tous ses profs lui ont dit: «Bah alors, Pauline, tu es avec, les autres, tu as François 1er. François 1er à Fontainebleau, c'est le nec plus ultra, tu fais maths sup, maths spé», bon bref. Et ben, elle leur dit: «Non, moi je suis en DUT génie civil». Oh, et là, les profs lui ont dit: «Pauline, mais quel gâchis! Est-ce que tu peux imaginer?» Mmh. Donc, heureusement que Pauline, elle est pas rentrée à François 1er parce qu'elle aurait foutu le feu au lycée, c'est sûr, ou elle aurait fait une fugue, ou je sais pas ce qu'elle aurait fait. Mais donc, son DUT, imagine le truc, son DUT, évidemment, elle a eu son diplôme avec, les honneurs. Elle est rentrée en cursus Erasmus, elle est partie au Danemark. Après, elle est partie en Afrique. Après, elle a repris un cursus, école d'ingénieur et elle avait son CDI chez Bouygues avant d'avoir son diplôme d'ingénieur. Donc est-ce que tu peux imaginer en France, comment on n'écoute pas le désir d'un élève? Bon évidemment, il y a le niveau d'études, le travail et cetera, mais il y a et moi en bilan de compétences, j'ai reçu des adultes, mais qui étaient passés complètement à côté de leur vie. Moi, je me souviens d'un monsieur un jour qui est arrivé, alors ceux-là, je les appelle les costumes 3 pièces. Alors, je te décris un costume 3 pièces. Donc c'est un monsieur très, très bien habillé, cadre commercial qui arrive, qui était dans ma salle d'attente. Donc je le prends en rendez-vous, en premier rendez-vous et puis, il me dit, oh là 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 là, il me raconte son cursus. Donc moi j'étais très admirative de son cursus. Mais en fait, il me disait qu'il était très malheureux, qu'il voulait pas du tout faire ça et là il me dit: «Madame, moi, il faut que vous m'aidiez, je veux devenir taupier». Oh! Tu sais ce que c'est toi un taupier? Ben Non, moi à l'époque ben moi non plus, je savais pas ce que c'est un taupier. Donc Google étant mon ami, même si j'avais un cursus, j'étais censée connaître tous les métiers. Donc schlac, schlac, clac, Google mon ami. Un taupier et ben c'est le monsieur qui attrape proprement les taupes
dans les haras, au château de Versailles, dans toutes les grosses propriétés. Pourquoi dans les haras? Parce que s'il y a un cheval qui se met son pied dans un trou de taupe, et ben, le cheval, il est cuit, il est foutu. Donc un cheval qui vaut une fortune, imagine. Et ben, ce monsieur, donc il a arrêté d'être un commercial en costume 3 pièces, il a fait toute une formation, il a monté sa boîte, il est heureux comme tout, enfin bon, bref. Donc tu vois, moi ce qui m'a passionnée quand j'accompagnais les personnes en bilan de compétences, c'était vraiment, aller à l'essence de la personne, tu vois? Qui es-tu? Qu'est-ce que en toi, en tant qu'individu, avec qui tu es, ton parcours de vie et cetera, et ben, tu vas aller à ton excellence et ton excellence, c'est pas forcément ce que l'éducation nationale a dit au démarrage et Mmh. ça, c'était moi, j'ai trouvé ça passionnant. Mais donc, c'était pas le tout. Moi, ça me suffisait pas tout ça. Donc, je me suis dit et c'était la grande mode à l'époque, tout le monde devenait coach. Donc c'était le début du coaching. Donc Mmh. j'ai fait une première école de coaching, qui m'a pas plu du tout, mais donc j'ai fait profil bas, j'ai fait ma certification et cetera. Et puis un jour, je me suis dit: «Bah tiens, ce serait pas mal que je complète ma formation de coach par, une formation de PNL». Tu vois? Parce que, je m'étais beaucoup passionnée pour la systémie à la fac. Mais je me suis dit: «Bah, tiens, je vais faire une formation en PNL». Mais à chaque fois, je rencontrais des masters PNL, bah, ils me plaisaient pas du tout parce qu'ils avaient une manière de se présenter, ils t'en collaient plein les dents en disant: «Ouais, tu comprends, je suis master PNL et cetera». Bah bah, non, moi, j'ai pas envie d'être comme toi, je comprends rien à ce que tu me dis déjà et donc un jour, j'ai l'une de mes amies qui me traîne à une soirée. Je lui dis: «Mais non, je veux pas y aller à ton truc, c'est encore un truc de PNL». Elle me dit: «Si, si, tu vas voir, c'est un institut extraordinaire». Bon, j'y vais et là, je rencontre un être extraordinaire qui s'appelle, parce qu'il est toujours vivant, Jean-Luc Bonsampès, qui a fait une présentation, mais extraordinaire sur la PNL. Où là, je retrouvais, bah, tout ce que j'avais appris au niveau des sciences sociales et surtout, de tout ce qu'était la systémie, tu vois? Où il nous apprenait vraiment, il était parti de cette base de Palo Alto, cette école absolument extraordinaire avec tous ces scientifiques qui avaient mis en place, cette systémie et ensuite il faisait intervenir dans cet institut Repère et ben, entre autres, Robert Dills, tu sais, je te bassine toujours avec Robert Dills, qui a mis en place les niveaux logiques. Donc tu te rends compte de faire des les niveaux logiques avec Robert Dills, c'est je sais pas moi, c'est je sais pas, c'est rencontrer, un acteur que tu aimes bien ou je ne sais quoi, mais enfin, moi, c'était magique. Et donc là, j'ai fait tout mon cursus PNL avec eux. Ensuite, ils avaient un cursus bilan de compétences, donc j'ai fait une partie de la formation bilan de compétences pour eux. Bon, crac, il y a eu le covid, donc j'ai arrêté j'ai arrêté de travailler sous cette forme-là et j'ai continué à faire de l'accompagnement individuel. Mais entre-temps, j'ai oublié de te dire dans mon parcours que, bien évidemment, dans les années 2000, suite à tout ce qui me passionnait autour de la famille et ça me sert maintenant, j'ai appris à faire ce que l'on appelle les constellations familiales. Mmh. Là, j'ai commencé à rencontrer, à la suivre parce que j'allais à beaucoup de ses conférences. Samaï Fossa, qui était une élève de Bert Hellinger. Bert Hellinger, c'est le monsieur qui a, mis en place les constellations familiales, qui a vraiment mis cette technique en place et puis toujours traîné par une autre amie, une opportunité. Il y a Jodorowsky faisait des ateliers à Paris où là, j'ai continué parce que j'avais commencé beaucoup plus jeune, mais avec lui, c'était extraordinaire. J'ai travaillé sur ce qu'on appelle le tarot de Marseille, la symbolique du tarot de Marseille et en même temps, avec lui, j'ai fait aussi la psychogénie, du transgénérationnel et des constellations. Mais ce sont 2 écoles différentes,
Donc on peut prendre un peu dans ces 2 écoles, mais moi je reste quand même dans mes accompagnements en groupe ou en individuel, en constellation familiale, je reste très, très liée à Bert Hellinger. Parce que Jodorowsky, il est tellement extraordinaire, moi je m'aventurerais pas à faire du Jodorowsky, même si c'est un personnage absolument, merveilleux, délicieux, généreux, il est d'une générosité incroyable, Jodorowsky. Du tarot, j'en ai toujours fait. Du tarot, j'en fais à l'adolescence, hein, où j'étais à ces symboles, hein, ces images. Après, ben, j'ai continué à en faire à travers, Jung, hein, parce que Jung en parle beaucoup du tarot, de la symbolique du tarot de Marseille. Et puis, dans les années 2000 aussi, moi, de toute façon 2000, quand j'étais jeune et que j'ai écouté Starmania, dans Starmania, à un moment donné, on dit: «Oh, j'aurai 40 ans en 2000». Et ben, moi, j'ai eu 40 ans en 2000. Alors, les l'année 2000, pour moi, ça a été extraordinaire. Donc j'ai rencontré Jodo, j'ai fait ma formation de 3 ans en constellation familiale. Je me suis vraiment formée au tarot avec une technique et des élèves de Georges Colleuil. Ensuite, j'ai fait des ateliers avec Georges Colleuil, où Georges Colleuil a travaillé sur un outil qui s'appelle le référentiel de naissance, qui travaille avec la date de naissance. C'est un petit peu comme de l'astrologie, mais c'est beaucoup plus simple à utiliser qu'un thème astral. Tout le monde, une fois que tu as construit ton référentiel, tu peux t'en servir toute la vie et c'est beaucoup plus simple à utiliser que de l'astrologie parce que bien évidemment, j'ai passé ce passage, mais j'ai fait très longtemps de l'astrologie. Mais c'est très complexe à faire passer le message aux personnes. Alors que le référentiel, tu peux t'en servir au quotidien. Donc moi, je me sers du tarot en tant que chemin de vie, tu vois? Un peu comme Jung l'expliquait, on travaille sur des archétypes, sur des symboles et sur du chemin de vie. Moi, j'ai noté plein de questions. Vas-y. Tu m'avais dit, enfin que tu as dans ton parcours même ça se ressent qu'il y a un peu cette envie d'aller toujours plus loin, Oui. toujours apprendre, ça vient d'où? Ah ben ça, c'est, une curiosité, mais une boulimie, hein, tu vois? Une boulimie, c'est moi je suis boulimique d'apprendre, quoi. J'ai des livres partout, j'ai la passion des livres. Alors je crois que ça me vient de mon grand-père, maternel. Donc j'avais un grand-père assez extraordinaire et entre autres, c'est rigolo parce que l'appartement de mes grands-parents était à quelques pas, hein, quand j'y repense, c'était à quelques pas de l'Institut Tomatis. Donc tu imagines cet Institut Tomatis qui m'a tant apporté, qui m'a tant appris et cetera, et ben, il était tout à côté de mon appartement d'enfance, hein, cet appartement qui était absolument extraordinaire et je regrette que la famille ait vendu cet appartement parce qu'il avait un côté magique et entre autres, dans les toilettes, et les toilettes étaient immenses dans cet appartement. Et dans ces toilettes, il y avait des rayonnages de bouquins. Mais tu as pas idée, quoi. Tu avais du sol au plafond. C'est bizarre. Tu avais des bouquins. C'était, en fait de compte, c'était la bibliothèque. Et donc, mon grand-père, il lisait tout. Alors ça allait il me disait, il m'avait dit un truc dingue, il m'avait dit: «Tu sais, que tu sois d'accord ou pas d'accord, il faut tout lire». C'est-à-dire que mon grand-père, il m'a offert le livre rouge de Mao Tse-tung, il m'a offert Mein Kampf, il m'a il m'a dit: «Il faut tout lire et après, toi, tu te fais ton opinion». Il faut lire Nietzsche, il faut tout lire. Donc, il parlait d'Aristote, il parlait de Platon, il parlait des néoplatoniciens, enfin on était, c'était toujours moi quand je me promenais avec mon grand-père depuis toute petite, je me souviens, mais il me racontait des trucs. Maintenant, quand j'y pense, je me dis: «Mais je comprenais même pas ce qu'il me racontait, c'est maintenant que je le comprends», tu vois? C'est pour Mmh. ça qu'avec mes petites filles, je les abreuve d'informations et ce qui est merveilleux avec un enfant, c'est que lui, il a toujours envie d'apprendre. Moi, je suis fascinée. Moi, j'ai 2 petites filles, 3 enfin, j'ai Louise qui est sait pas encore lire ni écrire, mais les 2 plus grandes, ont fait des promenades, mais j'allais dire sont comme je dis que je le faisais avec mon grand-père, sont des promenades initiatiques, tu vois? C'est-à-dire on observe tout, on regarde tout, c'est la magie du monde, la magie du monde. Et donc tu penses bien que je veux apprendre.
jusqu'à mon dernier sou, je vais apprendre. Et c'est pour ça que j'adore travailler avec toute votre équipe de partage de coach là, parce que vous êtes tous une bande de jeunes, mais c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux, cette dynamisme, cette fraîcheur, moi, je suis enchantée, vraiment enchantée. Parce que j'ai tout à apprendre de vous. Moi, j'ai tout à apprendre de vous. C'est humble de dire ça, Mais on après sait tout le rien. parcours de ce que tu Et dis. mais moi, je ne sais rien. J'apprends tous les jours, Charline, j'apprends tous les jours. Oui, mais c'est humble, on pourrait se dire il y a des personnes qui pourraient se dire: «Ouais, bah, moi je connais tout, j'ai fait plein d'écoles», alors que là, pas du tout. Mais non, mais non, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est que on apprend tout le temps et à tous les niveaux. Mmh. Et comment tu as pu gérer justement cette boulimie d'apprendre, tout en devant gagner de l'argent pour vivre? Parce que c'est bien gentil d'apprendre, mais il faut aussi savoir Alors travailler, gagner sa vie. alors, moi je le dis très humblement, pourtant, crois-moi, on m'a mis des bâtons dans les roues, hein. Crois-moi, moi, mes parents, ils ont pas été tendres, hein. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Regarde, cet ami qui me présente à Tomatis. Tomatis, il aurait pu dire, il y avait la queue dehors, hein, pour bosser avec lui, hein. Pourquoi moi? Voilà. J'ai rencontré des gens, j'ai toujours rencontré des gens. Moi, quand je suis devenue responsable de formation de ce centre de formation que j'ai tellement aimé, mais on est venu me chercher. Quand l'équipe, des pédagogues chez Jean-Luc Bonsampès, ils m'ont proposé de faire la formation bilan, mais ils me l'ont proposé, moi. Je me dis: «Mais c'est merveilleux, quoi». Moi, j'ai une chance dans tout mon foutraque parce que j'ai pas une vie forcément simple de par ma famille d'origine, de par mon père et ma mère, mais en même temps, ils m'ont donné une forme de pugnacité et puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Parce que regarde, écoute, franchement, quand cet ami m'emmène chez Jodo faire un travail sur, la psychogéné, mais tu te dis: «Mais» quand j'y repense maintenant des années après, je me dis: «Mais c'est fabuleux, quoi». Mmh. Qu'est-ce que toi, parce que tu parlais du coaching, que c'était à la mode justement, en ce moment, bah, ça dure toujours, hein, pas que depuis, que ça a été lancé. Du coup, ça serait quoi toi ton conseil pour les coachs d'aujourd'hui? Alors, faut lire. Moi, je vous allez me dire, je vous saoule avec mes bouquins, mais je pense qu'il faut partir, moi j'aime l'histoire, hein, et il faut partir d'où ça vient le coaching. Parce que regarde, le coaching, il vient de tas d'écoles. Et j'étais tellement contente de trouver cette vidéo que je vous ai envoyée en anglais là. Robert Dills qui a fait cette interview avec votre mentor, David Laroche? avec David Laroche. J'étais tellement contente de ça parce que Dills, c'est vraiment, tu que Dills, il a bossé avec Milton Erickson. Milton Erickson, il a bossé avec l'école de Palo Alto. Donc si tu veux, c'est pas pour forcément c'est important, tu vois, de revenir sur l'histoire, sur l'essence des choses, sur cette école de Palo Alto, sur l'analyse transactionnelle, d'où c'est venu, tous ces courants, tous ces mouvements, tu vois. Mmh. C'est toujours pareil, il y a coaching et coaching, hein. Il y a, voilà, moi, on était 3 venant des sciences humaines et on s'est dit: «Ben, on va faire 3 écoles différentes de coaching». Donc on a fait 3 écoles différentes de coaching. Ça, c'était dans les années 2008-2010, tu vois? À peu près. Et les 3, on a été très, très déçus. Moi, c'est vraiment quand j'ai rencontré l'Institut Repère où vraiment parce que, tu vois, c'est bien de faire du fric, mais c'est bien aussi d'avoir une éthique, tu vois? Et pour moi, l'éthique, c'est fondamental. Mmh. Tu parlais aussi tout à l'heure de justement, à l'orientation, c'est vraiment savoir qui tu es et Oui, justement, tu dirais quoi là, si quelqu'un qui nous écoute se sent perdu dans son orientation professionnelle, oui. qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben, je lui dirais d'aller voir
Alors, malheureusement, le bilan de compétences, comme il était financé il y a quelques années, c'était vraiment un vrai bilan de compétences. On avait les 3 parties du bilan de compétences, c'est-à-dire la première partie qui est vraiment on travaille d'abord sur la personnalité, sur qui tu es, d'accord? D'où tu viens, parce que dans un bilan de compétences, on va travailler aussi sur le transgénérationnel, sur les métiers de ta famille et sur la valeur par rapport au travail. C'est très, très important. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient en conflit de valeurs par rapport à leur famille, c'est-à-dire des gens qui étaient bardés de diplômes et puis ils n'arrivaient pas à passer à un stade, à un métier à responsabilité. Ils faisaient toujours foirer le truc ou ils n'étaient pas pris en entretien parce qu'ils étaient en conflit de valeurs avec leur origine. Soit ils étaient de familles émigrées, donc ils ne voulaient pas dépasser le stade de leurs parents, soit ils étaient de familles ruinées, donc ils ne pouvaient pas. Tu vois, il y a des tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte, il faut en prendre compte. Le 1re partie du bilan, c'est vraiment sur la personnalité. Deuxième partie du bilan, on va travailler sur de l'orientation. On va avec ta personnalité, on va aller travailler sur ce qui se passe. Troisième partie du bilan, on va concrétiser. On va travailler sur 2 projets, un projet principal et un projet alternatif et ensuite roule ma poule, tu rentres dans une formation ou tu rentres directement dans un métier. Soit il fait un bilan, mais je te dis le bilan n'est plus ce que c'était, ou il fait un coaching, où là vraiment il va travailler sur sa personnalité, qui il est. Parce que le métier, il est lié avec la personnalité. Il faut arrêter de me raconter des bobards, c'est vraiment et puis on avait travaillé ensemble sur, entre autres, sur, l'ERN, sur ta date de naissance et sur le chemin de vie. Il y a aussi ça, une orientation, hein. Tu as vu que toi, tu as un chemin de vie à être au service, tu vois? Je suis à ton service aujourd'hui. Ah ouais, mais être au service de l'autre, ça veut pas dire pleurer à côté de lui, hein, mais c'est être au service pour qu'il aille plus haut, tu vois? Ouais. Donc c'est vraiment, la personne qu'elle aille, à la recherche de qui elle est, donc faire un bilan de compétences ou alors, aller voir un coach. Un coaching, tout à fait, voilà, parce que, dans un coaching, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, la personne, elle est au centre, tu vois? Voilà, Mmh. l'accompagnement, elle est au centre, hein. Alors elle va te balader, hein, parce que, on a tous des moments de fuite, hein, pour se protéger. Elle peut se balader, hein, elle peut te balader, mais c'est à toi de réajuster, hein, tu sais faire, donc de réajuster pour qu'elle aille au contraire, le coaching et l'orientation professionnelle, c'est un super outil. Mmh. Mmh mh. Et puis c'est aussi dans un coaching, tu peux aussi t'autoriser à passer des tests, à faire passer des tests à la personne. Tu vois, moi j'aime beaucoup, faire passer, l'IRMR, qui est vraiment un test par rapport à des orientations, personnelles et professionnelles, où là vraiment tu vas travailler sur les métiers avec la personne. Mmh. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quelque part, en lien avec ton histoire, par rapport au fait que tu as Tout dû, à fait. bah, casser un peu ce schéma-là pour, trouver, ta propre voie, que du coup, aujourd'hui, le cadeau que tu as su te faire à toi-même, tu peux le faire aux autres. Ouais, j'essaye, je tente. Mais c'est vrai que pour moi, l'orientation, je vois trop de gens malheureux qui passent à côté d'eux par rapport à des métiers, dans lesquels ils ne sont pas en phase avec leur personnalité. Moi, Mmh. ouais, franchement, et ça, c'est terrible, tu vois? En France, tu pas bonne élève, alors, tu deviens coiffeuse ou comptable. Mais non! Ça et puis, il y a de très bons élèves qui ont envie de devenir coiffeuse, ben, ils ont pas le droit. Parce que faut passer son bac, avoir un bac+5. Bah oui, mais non, ils sont très malheureux. Mmh. Et justement, en lien avec, un peu tout ce qu'on s'est dit, toi, dans ta vie, c'est quoi le grand challenge que tu as pu dépasser à travers le développement personnel, et tout ça? Alors, j'allais dire j'allais dire d'une manière très prétentieuse et peu à leur âme, mais en fait, moi, mon 1er challenge à dépasser, c'était vraiment mes parents. C'était vraiment, aller, au-delà de leur schéma, à: «Je dois faire ça comme métier, je dois me marier avec machin, je dois faire ce» ben non!
Ben non. Donc, voilà, donc c'est ça le dépassement, tu vois? Ça a été, pour moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup la psychogéné et le transgénérationnel que j'ai pu étudier dans mes études et que j'ai continué à étudier à travers les constellations familiales. C'est que, il y a tout frein et nos freins dans nos orientations, dans nos schémas, dans nos désirs, dans nos prises de conscience, dans nos démarches et cetera, c'est très, très lié au projet sens des parents. À la base, les parents, d'une manière ou consciente ou inconsciente, ils ont un projet sens par rapport à leurs enfants. Tu sais, c'est le beau poème de Kipling, hein: «Tu seras un homme, mon fils. Certes, tu seras un homme, mais est-ce que tu seras un homme par rapport à mon image? Est-ce que tu seras un homme par rapport à mes propres désirs? Ou est-ce que tu seras un homme pour prendre ta propre liberté?» Tu vois? Mmh. Pour moi, être parent, si je devais, si on me posait la question: «C'est quoi être parent?» Pour moi, être parent, c'est donner la liberté à son enfant. C'est vraiment, «Tu veux faire ça? OK, je vais te donner tous les moyens pour faire ça, t'accompagner. Tu vas te casser la figure ou pas, mais moi, mon devoir de parent, c'est de t'accompagner jusqu'au bout de ce que tu veux être». Mmh. Et Ça, comment tu c'est fais si, tu as un parent, justement qui est pas là-dedans, mais par exemple, je sais pas, tu peux avoir ton fils qui prend de la drogue, bah, du coup, qu'est-ce que tu fais en tant que parent là, par exemple, si on est dans ce truc de liberté? Je vais dans l'extrême ah! exprès, hein. Bonne question. Tu sais, alors je vais pas balancer les petits camarades, mais il y a des gens très bien dans le développement personnel, hein, des gens, qui ont pignon sur rue et bouquins dans les librairies, qui ont eu des enfants, qui prenaient de la drogue, qui voilà. Et ça, c'est très, très difficile parce que prendre de la drogue, quand un enfant prend de la drogue ou quand un adulte prend de la drogue, ça fait partie des addictions, chère madame. Donc c'est pas à toi que je vais apprendre ce que c'est que les addictions en coaching. Donc ça a rien à voir avec son désir de liberté. Au contraire, c'est un désir de c'est très compliqué, hein, les paradis comme ça, hein, les paradis. Ouais, c'est un peu enfermant quelque part et du coup, quand tu es parent et que tu es face à ton enfant, comment est-ce que tu pourrais l'accompagner, par exemple? Ça a rien à voir avec l'orientation professionnelle, hein, tu Non, dans vois? la vie, là, je parle. Dans la Plus. vie. Dans la vie, ben, déjà, comprendre, ce qui se passe, pourquoi il prend de la drogue, hein, faire un état des lieux. Moi, j'aime bien ce mot, faire un état des lieux. Moi, quand je reçois quelqu'un, je 1 fois, on fait un état des lieux. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais un vrai état des lieux, dans le sens, c'est pas le Ah pourquoi ben je juge, c'est un état des lieux sincère. Ah ben, moi, je fais un état des lieux sincère. Tu me connais un peu quand même, quand on Mmh. fait soit des constels ou soit n'importe quoi. Heu heu, il faut vraiment tu sais, le coaching, les outils de coaching, pour ça, ils sont exceptionnels parce que tu peux reformuler jusqu'à la reformulation. De la reformulation, tu vas jusqu'à l'os, hein. Moi, je prends toujours cette expression: «Aller jusqu'à l'os». Moi, on me dit toujours: «Mais toi, dans les entretiens, tu lâches jamais l'affaire». Ben non, je lâche pas l'affaire, ça sert à rien. Sinon, on rentre dans le fonctionnement de l'autre et au contraire, Mmh. il faut lui faire prendre conscience de son dysfonctionnement. Mmh. Les addictions, c'est un dysfonctionnement par rapport à un état. Oui. Quand je disais, que c'était, qu'il fallait demander pourquoi, mais avec bienveillance, c'est pas par rapport à toi, c'était plus par rapport à des parents qui, des fois, demandent pourquoi à leurs enfants: «Pourquoi tu prends de la drogue?» mais c'est dans le sens, «Pourquoi tu le fais? C'est pas bien, méchant garçon», quoi. Alors, est-ce que tu sais que le mot «pourquoi» dans tout accompagnement est à bannir? Ah, mais c'est clair, c'est clair. Par contre, quels sont les bénéfices secondaires et à quoi ça sert? À quoi ça lui sert? Là, tu peux explorer et exploiter et farfouiller et aller jusqu'à l'extraction. Mmh. Ce qui est intéressant par rapport à un accompagnement, c'est qu'il y a des tas d'outils. Tu vois, il y a des tas d'outils.
parce que avec le questionnement de coaching, tu peux croiser avec d'autres outils. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup utilisé soit de la terre, tu vois, en art-thérapie, soit tu utilises de la terre, soit tu utilises de la peinture, voilà, c'est ou des collages, c'est très important aussi. Tu peux, entre autres, pour les problèmes d'addiction, de travailler avec des supports, tu vois, pour Mmh. que la personne rentre dans de la matière et quitte un peu son mental, tu vois? Qu'elle rentre dans quelque chose de plus corporel, tu vois? Mmh. Et justement, ça fait un bon lien parce que du coup, tu as parlé de plein d'outils que tu utilisais. D'ailleurs, je Oui. crois que l'énéagramme, tu l'as pas dit en plus Ah encore. non, j'en ai Il y en pas a un autre, parlé. il y en a plein d'autres, mais J'ai pas parlé de l'énéagramme. Ah, j'adore l'énéagramme, surtout que l'énéagramme, je l'ai découvert dans ma première école de coaching. Alors, dans ma première école de coaching, j'ai rencontré l'énéagramme et là, on a mis des des étiquettes sur les gens. Schlock, allez, tu il disait même pas: «Tu es une base 5», il disait: «Tu es un 5, tu es un 1, tu es un 2, tu es un 3». Bah, il y a 9 types dans l'énéagramme. Je me disais: «Mince, c'est peut-être un peu réducteur quand même», et puis il nous faisait passer un test. Donc un test qu'on passe beaucoup dans les écoles de commerce, qui a rien à voir avec la réalité de l'énéagramme, puisque dans l'énéagramme, c'est vraiment la personne qui va trouver sa typologie. Et puis en plus de ça, dans les diagrammes, tu es pas enfermé dans ton type, tu as des ailes, tu as des points de contact, tu as des tas d'éléments dans les diagrammes. Donc ça, c'est fabuleux. Donc j'ai fait cette première formation des diagrammes, donc je me suis dit: «Je vais aller chercher», donc j'ai été lire, évidemment, je me suis acheté tout ce qui existait sur les diagrammes. Là, je me suis dit: «Bon, il y a un truc qui va pas dans ce que j'ai appris». Donc quand je suis rentrée à l'Institut Repère, quand tu étais intervenant à l'Institut Repère, tu pouvais faire toutes les formations que tu voulais. Donc il y avait entre autres un intervenant qui faisait sur les diagrammes, qu'ils ont dû enlever au catalogue parce que à une période, les diagrammes, c'était considéré les gens qui faisaient les diagrammes, c'était des sectes. Donc tu vois un peu le truc. Donc ils ont été obligés par la suite de l'enlever du catalogue, mais moi j'ai fait ma formation avec entre autres un intervenant qui était absolument extraordinaire, où là je me suis dit: «Ah ben, c'est quand même mieux les diagrammes». Et donc j'ai commencé moi à animer des formations sur les diagrammes et puis je l'ai beaucoup utilisé en accompagnement et là, j'ai encore été performer ma formation. J'ai été, voir l'école d'Idriss Lahore. Idriss Lahore maintenant est décédé, mais ses élèves ont repris l'action sur les diagrammes et là, on est plus dans quelque chose de plus sacré, hein, et on a vraiment travaillé sur les nombres sacrés, sur les Pythagore, c'était vraiment extraordinaire comme formation parce qu'on a été à quelque chose de beaucoup plus complémentaire. On a utilisé l'école de Gurdjieff, enfin c'était fabuleux cette formation. Et Mmh, donc j'ai fait un mixte de tout ça dans mes formations sur les diagrammes. Mais c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. oui, super, trop intéressant. Toi, du coup, avec toutes ces spécialités, tous ces outils que tu as, comment est-ce Oui. que tu fais pour t'y retrouver? Comment je fais pour m'y retrouver? Alors, déjà, moi, j'ai un outil que j'ai eu beaucoup de mal à accueillir, c'était mon intuition. Parce que, alors là, tu sais, nous, on est des cartésiens. En plus de ça, on est nés en France, donc la raison, la raison, faut être dans la raison. Et puis je me suis dit, à force de rencontrer des maîtres, hein, comme Jodorowsky, comme Kollek, comme, d'autres comme Maïté Ilissal et cetera, je me suis dit: «Mais mon intuition en fait, elle a toutes les réponses. Pourquoi je me branche pas?» Donc maintenant, je me sers de mon intuition. Évidemment, je propose des outils à la personne que j'ai en accompagnement. Elle dispose, hein, bien évidemment, c'est les personnes que j'ai en accompagnement qui vont délibérément, choisir en fonction de ce que je leur dis. Mais je fonctionne beaucoup avec mon intuition selon l'anamnèse, hein, le premier rendez-vous que fait la avec laquelle j'ai avec la personne, qui est un entretien très complet, enfin à mon sens. Mmh.
C'est quoi, enfin, tes différents types d'accompagnement, tu sur quoi, Alors, les personnes alors les par exemple, si les personnes viennent avec, une problématique de couple, donc je peux utiliser des tas d'outils en fonction de l'anamnèse que je ferai avec cette personne, pour lui faire prendre conscience par rapport à un fonctionnement ou un dysfonctionnement. Mais il y a des personnes qui viennent spécifiquement me voir pour travailler sur du transgénérationnel, où là, où on travaille sur leur arbre, donc on va travailler vraiment en psychogéné, en transgénérationnel. Ou des personnes qui veulent travailler sur les constellations familiales, donc là, soit on fera une constellation de groupe, ou une constellation en individuel, ou même une constellation en visio, hein, parce qu'on peut aussi le faire en visio. C'est vraiment selon la demande de la personne et la spéci si par exemple, la personne vient me voir soit pour de l'orientation, là, on mettra en place d'autres outils où je lui ferai passer des tests et cetera. mmh et du coup, là, enfin, là, tu parles de ça, que quelqu'un vient, en fait, quelque part, c'est comme si tu étais capable d'accompagner tout le monde, c'est ça? Eh ben, c'est pas que j'accompagne tout le monde, j'accompagne les humains en fonction d'une spécificité. Moi, je suis si tu veux, moi je préviens les personnes, on est d'accord qu'on travaille l'individualisation de la personne, donc il est bien évident que c'est elle qui va faire le travail. Moi, je suis juste là pour accompagner. Mon outil principal, c'est pas toutes ces techniques. Mon outil principal, j'ai un gros spot et je vais éclairer. Mmh. Je vais éclairer comment la personne, elle fonctionne. Moi, il y a des fois, il y a des gens qui arrivent et qui me disent, «Bon, bah, voilà, mon couple, il est comme ci, comme ça et cetera. Bah, je vais tout foutre en l'air parce que de toute façon, tu sais, c'est un peu l'époque Kleenex, hein, voilà. On change de bagnole comme de mec, enfin bon, je le fais court. Et c'est pas si simple. Je veux dire, une vie de couple, c'est pas si simple. T'écoutes, t'écoutes ce que dit madame ou ce que dit monsieur. Et quand tu vois qu'il y a des résonances avec le couple de ses parents, imagine ces 2 personnes qui se rencontrent, qui sont complètement différentes. Ces 2 personnes, elles arrivent avec l'histoire du couple de leur famille. Donc déjà, tu es 2 et 2, 4, 4 et déjà tu es 6 dans la pièce. Et puis tu remontes la génération d'avant. Et puis tu remontes la génération d'avant. Donc comment tu veux que ça fonctionne si tu mets pas ton cœur dans l'histoire? C'est beau. Enfin, c'est peut-être, difficile à comprendre, peut-être pour les personnes de, justement, mettre son cœur là-dedans. Parce que les il y a beaucoup de gens qui pensent mettre leur cœur dans leur relation et qui, pour autant, c'est pas forcément profond. Bien sûr, bien sûr. Il faut déjà poser la question: «Mais qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez?» La plupart des gens, ils savent pas. C'est vrai. Ils savent pas puisque c'est toujours la faute de l'autre, Mmh. alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense à des personnes peut-être qui écoutent et qui se posent des questions sur justement le transgénérationnel, l'impact que ça a et qui trouvent peut-être que c'est un peu, on va dire, illuminé ou un peu trop, comment est-ce que tu peux rendre, l'explication, concrète en fait du transgénérationnel? Eh ben, alors une explication concrète du transgénérationnel, tu rigolote toi. Hem, on va prendre, par exemple, j'avais donné l'exemple, parce qu'il est énorme cet exemple, alors je vais essayer de le faire simple. Cet exemple des garçons de la famille qui n'arrivent jamais à faire leur première rentrée des classes. Alors, soit ils sont malades, soit ils ont un accident, soit leurs parents qui les conduit à l'école ou un accident de voiture, enfin il y a toujours un truc. Et quand tu questionnes et que tu remontes, c'est la maman qui a trouvé toute seule la réponse, hein, parce que moi je pouvais pas la savoir. Moi je l'ai questionné. Moi je l'ai juste questionné et d'un seul coup, schlof, la dame
une histoire familiale lui est revenue. Un ça devait être l'arrière-grand-père, je me souviens pas exactement, ça devait être un arrière-grand-père qui n'avait pas fait sa rentrée des classes parce que c'était pendant la guerre et il était caché des Allemands. Ses parents à lui avaient été envoyés dans les camps et une famille avait caché cet enfant et donc comme il était caché, il n'avait pas d'identité, il n'a pas pu faire sa première rentrée des classes. Et ben, par fidélité invisible à ce grand-père inconnu, les garçons n'arrivaient jamais à faire leur première rentrée des classes sans quelque chose qui dysfonctionnait. Mmh. Ça paraît dingue, puisque tu me demandais de raconter un truc fou, ça paraît dingue, mais c'est une réalité. Et donc, quand on a rendu hommage à ce grand-père et qu'on a libéré tous les garçons de la famille, et ben la rentrée parce que la dame m'a appelée, la rentrée des classes de l'enfant suivant, du garçon suivant, c'est toujours les garçons. Il a pu faire sa rentrée des classes. Mmh. On a libéré. Mmh. Toi, tu as bien vu, quand on travaillait en constellation, les constellations de groupe, qu'est-ce qui se passait au niveau des libérations? Ah oui, moi je l'ai vu, hein. De toute façon, je pars du principe déjà qu'à partir du moment où tu as un problème, qui est récurrent, l'idée c'est de trouver un outil ou quelque chose qui marche, qui est différent de d'habitude. Parce que si on fait la même chose pour trouver des solutions pour quelque chose, ça marche pas. Donc pour moi, le transgénérationnel, c'est une évidence que c'est quelque chose qui existe. Après, c'était vraiment pour une personne qui est sceptique et qui comprend pas, l'utilité, et la pertinence d'avoir, la un exemple concret. Sinon, moi, je suis totalement alignée avec ça puisque je l'ai expérimenté. Donc, je vois très bien, l'utilité de la chose et de toute façon, à partir du moment où ça marche, en vrai, est-ce que c'est important de savoir, si, en soi, si ça marche? Je m'en fous. Moi, c'est pour ça, les personnes me disent souvent, surtout après les journées de constellation, me disent: «Mais comment tu fais?» Quand je leur dis que je ne sais pas comment je fais, puisque c'est pas moi qui fais, c'est l'énergie, puisqu'on travaille sur des champs morphiques, c'est l'énergie du champ morphique qui va faire l'action. Moi, je vais rien faire du tout. C'est pour ça que je dis la plupart du temps, même dans mes consultations, moi, la plupart du temps, je dis: «Mais je ne suis pas là, je ne suis pas là. Moi, j'ai juste un spot. Je suis pas là, moi. Je suis personne dans l'histoire. C'est la personne qui vient avec sa problématique et qui bosse». Mmh. Et juste pour conclure, il y a deux trois questions que je voudrais te poser avant que ça se termine. Heu, Oui. toi, si tu pouvais revenir en arrière sur quelque chose, qu'est-ce que tu ferais de différent? Je crois que je ferai plus attention aux personnes que j'ai rencontrées. Parce que je me rends même pas compte, mais tu te rends compte, j'ai côtoyé Dolto, quoi. Mais je sais pas moi, j'aurais dû, je sais pas moi, j'avais 22 piges, j'aurais dû, je sais pas moi, j'aurais dû, lui porter son sac à main, lui enfin je sais pas, faire quelque chose quoi. Alors que, c'était quelqu'un de charmant, qui nous apprenait des tas de trucs, moi pour moi c'était normal quoi, elle était là, elle était là et et pareil Jodorowsky, tu vois? Quand j'y pense, parce que maintenant il est très, très âgé, ça me fait même beaucoup de peine quand on voit sur des réseaux des trucs et cetera parce qu'il est très âgé et je me dis: «Il faut lui foutre la paix quoi, faut lâcher l'affaire». Il est exceptionnel de générosité cet homme. Franchement, moi j'ai fait du transgénérationnel avec Jodorowsky, on était dans son appartement, il y avait des chats partout, il y avait des bouquins partout. Il est exceptionnel, tu vois? De générosité. Et qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Tu vas me faire pleurer. C'est pas fier. C'est, tu vois, heu, j'ai été retrouver, Christelle au salon dimanche, Oui, samedi et j'ai croisé 2 personnes avec qui j'avais fait des bilans de compétences il y a 10-15 ans, tu vois?
et ces 2 personnes m'ont dit merci et ça, c'est le plus beau cadeau. Mmh. Je comprends. C'est Alors que important. c'est pas moi, très humblement, heu, j'ai rien fait du tout. C'est elles qui sont arrivées, elles sont devenues toutes les 2 thérapeutes. Elles ont vraiment un cursus, exemplaire et ça me touche toujours, tu vois? Ça me touche toujours. Mmh. C'est normal, je pense. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Mmh. Et si tu avais un message ou une réflexion que tu laisserais, aux personnes qui écoutent, ça serait quoi pour conclure? De se faire confiance, de se faire confiance, que ce sont les rencontres qui nous construisent, hein. Les voyages, je te l'ai déjà dit ça, les voyages, les personnes différentes, les personnes différentes au niveau des voyages, mais aussi des personnes différentes, tu vois? Moi, quand je travaillais avec des petits autistes et des petits psychotiques, ils m'ont beaucoup appris. Ils m'ont beaucoup appris dans leur forme de communication et cetera. Mmh. Mmh. Et si on devait te suivre là, après avoir écouté ce podcast, comment est-ce qu'on peut te suivre ou en tout cas rentrer en contact avec toi? Ben, grâce à Charlie, n'est-ce pas? Je vais avoir bientôt des outils de communication, ben, tout simplement par le téléphone. Moi, c'est encore, par, des SMS ou par des WhatsApp ou par, le téléphone qu'on peut me joindre. Soit on bas en direct ou soit je rappelle les personnes qui me laissent un message. Bah, je mettrai, ton numéro en bas de la page, comme ça, si jamais on veut te contacter et quand on aura fait, ton site internet, on va pouvoir le mettre, ça va être parfait comme ça. Ça marche. Écoute, Bah, merci en tout cas pour, tout cet échange. ben, C'était cool. Ton merci dé beaucoup Charlie. ton défi est relevé. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que cette conversation avec notre intervenante a inspiré, donné des clés ou même peut-être une petite étincelle pour avancer vers tes propres objectifs. Chez Partage de Coach, on croit profondément au pouvoir de la communauté et de l'entraide pour aller encore plus loin ensemble. Donc, si cet épisode t'a plu, sache que ce n'est qu'un aperçu. En rejoignant notre communauté, vous pourrez participer à des ateliers exclusifs et interactifs chaque semaine, animés par des professionnels incroyables du développement personnel, du business. Ces ateliers vont plus en profondeur pour t'aider à transformer tes ambitions en réalité. Alors, si tu veux continuer l'aventure avec nous, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Partage cette opportunité autour de toi, parce qu'ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et surtout n'oublie pas, tu as en toi ce qu'il te faut pour briller. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et continue d'évoluer. À très vite.